Bonjour à tous, aujourd'hui un sujet un peu plus militant que d'habitude sur Ultra Green. On va regarder en quoi l'open source est le bouc émissaire idéal. J'entends régulièrement parler l'open source c'est des problèmes de sécurité, l'open source c'est pas fiable, l'open source il n'y a pas de support. Donc notre objectif ça va être un petit peu de débunker tout ce sujet sur plusieurs petites vidéos, enfin plusieurs vidéos, on va faire une mini-série comme on a pris l'habitude maintenant. Donc jingle. Alors, en quoi c'est un bouc émissaire? Qui c'est qui alimente cette image? Pourquoi cette image elle est autant répandue quand on parle d'open source? On va essayer de regarder ça de façon un petit peu pragmatique, mais je vous l'ai dit, peut-être un petit peu militante. Mais c'est militant parce qu'effectivement, ce phénomène, j'y suis confronté, vous aussi, vous êtes sûrement confronté à ce phénomène régulièrement dans vos entreprises, de gens qui considèrent de façon très négative l'open source, et probablement parce qu'ils ne la connaissent pas. Alors, de toute façon, il est incontournable, cet open source. Et notre objectif, ça va être de regarder comment on fabrique cette peur, et comment cette peur fabriquée, elle protège un modèle fermé, concentré et profitable. Et je pense qu'effectivement, dès que je dis ces trois mots, on commence à voir la clé du problème. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est finalement un peu ignoré, 96% des applications propriétaires contiennent de l'open source. Et donc effectivement, pourtant, bah, les mêmes entreprises qui l'utilisent massivement dans leurs produits, dans leurs solutions, elles sont souvent celles qui alertent publiquement sur ces dangers. Et probablement à cause de la volonté de concentrer un petit peu le sujet et d'être le plus profitable possible. Donc est-ce que c'est un paradoxe? Pas vraiment. Est-ce que c'est une stratégie? Alors là, certainement. Et on va voir dans toute cette vidéo, on va essayer de faire un petit parcours sur plusieurs petites vidéos. Les critiques les plus fréquentes sur l'open source, la notion de sécurité, les faiblesses en sécurité, la fiabilité, les sujets sur l'irresponsabilité, et on va voir qu'avec l'IA, ça devient de plus en plus fréquent, et on va voir elles sont fondées sur des faits. Il y a des réalités au niveau des problèmes de sécurité, mais finalement qui ne sont pas différents de ceux du logiciel propriétaire. Mais finalement, avant tout, elles servent un agenda économique qui est bien précis. Donc notre chemin, on va d'abord commencer par faire un petit peu une cartographie de ces critiques. Qui dit quoi et pourquoi ils disent ça? Ensuite, on va parler du FUD. Et on va essayer de le regarder en détail. Pour le moment, je ne rentre pas forcément dans le sujet. On y viendra dans une vidéo dédiée. Ensuite, on va regarder les causes profondes. Donc la volonté de protéger un modèle fermé, de maximiser les profits et de contrôler les données. On va forcément prendre du temps autour du sujet de l'IA, parce que là, on est sur un phénomène, et c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'on est sur un phénomène de dramatisation, et comme on s'en sert comme une arme de concentration, et la volonté de vouloir contrôler au maximum le sujet de l'intelligence artificielle. Avant de s'approcher de la conclusion, on regardera un petit peu l'hypocrisie industrielle sur le sujet, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, et puis effectivement on ira jusqu'à une conclusion pour regarder un petit peu, pour continuer à aller sur les sujets du bien commun contre la rente. Alors, on commence dans cette première vidéo à parler de la cartographie des critiques. Qui dit quoi et pourquoi ils disent, ils font ces critiques sur le logiciel open source. Donc les critiques les plus classiques, les arguments qu'on entend pratiquement systématiquement, c'est, le premier, c'est tout le temps, le code open source, ça revêt des problèmes de sécurité. Puis en ce moment, avec l'arrivée de Mythos, avec l'arrivée d'IA qui sont de plus en plus efficaces à détecter des anomalies, forcément leur terrain de jeu il est peut-être plus facile avec l'open source parce que justement il est ouvert, mais finalement probablement ces IA en mode boîte noire elles font autant de ravages sur du logiciel fermé, et que potentiellement effectivement encore une fois c'est de la sécurité par l'obscurité, mais ça ne peut pas tenir dans le temps, et même l'IA va le démontrer. Ensuite il y a le problème de fiabilité.
Alors ça, j'aimerais bien comprendre comment celui-ci il arrive à perdurer dans le temps. Oui, on le sait, hein, à cause des problématiques de support, à cause des problématiques de pseudo-manque de garantie. Mais maintenant, vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez qu'il y a énormément de solutions avec des entreprises du logiciel du numérique libre, du logiciel libre, et donc qui sont capables de vous accompagner sur l'utilisation de l'open source et vous produire finalement un support probablement d'une meilleure qualité et un niveau de garantie qui va être tout à fait comparable à ce qu'il y a dans le logiciel propriétaire. Et en plus, la fiabilité du programme en lui-même, elle est meilleure. Donc celui-ci, c'est compliqué de comprendre pourquoi il continue à avoir autant la peau dure. Là, on est sur un sujet qui est beaucoup plus compliqué. La notion de responsabilité, qui est responsable en cas de faille. De croire que c'est parce qu'un logiciel est maintenu par des gens bénévolement ou des gens dans une dynamique d'ouverture et de partage, ils vont pas être responsables. C'est avoir une bien faible image de l'humanité que de penser ce genre de choses, mais malheureusement, on est obligé de constater que c'est le cas. Mais effectivement, cette critique, elle est très présente. Et pour le coup, elle est présente parce que, et on ne peut pas en vouloir finalement, de se dire, moi j'ai mon business, j'ai mon entreprise, je ne veux pas mettre en péril les emplois que je génère, la structure que j'ai construite, simplement parce que j'ai utilisé du logiciel qui n'est pas de bonne qualité. Mais finalement, est-ce que ce logiciel open source est de moins bonne qualité que le logiciel propriétaire ? Dès le début de la vidéo, je vous l'ai dit, le logiciel propriétaire, c'est essentiellement de l'open source. Et on va y revenir. La qualité, c'est intrinsèquement lié à cette notion de fiabilité qu'on a vue il y a quelques minutes. Hein. C'est ce code bénévole, est-ce qu'il peut être de bonne qualité ? Oui, parce qu'on a fait de la science de façon ouverte, on fait de la technique de façon ouverte. L'open source, c'est peut-être ce qu'il y a de plus près de la démarche de partage qu'on a dans le monde scientifique, reportée au monde de la technique. Donc oui, la qualité, elle est là. La gouvernance, ça c'est ce point qui est probablement celui qui nécessite le plus de pédagogie, qui nécessite d'expliquer le plus les principes, les licences, les règles, les engagements, les obligations. Donc effectivement, celui-ci, il peut être compliqué. La critique principale qui est formulée, c'est n'importe qui peut contribuer, donc c'est le chaos. Non, c'est pas parce qu'il y a n'importe qui peut contribuer qu'il n'y a pas des règles de contribution. Mais celui-ci, effectivement, il est peut-être le plus difficile à débunker quand on ne maîtrise pas l'argumentaire. Et c'est pour ça que vous êtes sur Ultra Green, vous êtes en train de... vous êtes peut-être avec la volonté de construire un OSPO, la volonté de vous outiller sur l'open source, et donc il faut fabriquer de la confiance sur l'usage de l'open source, et pour ça il faut le faire de façon structurée et mettre en place de la gouvernance. Mais open source ne veut pas dire manque de gouvernance, y compris dans sa façon de consommer l'open source, comme dans sa façon de fabriquer de l'open source. Bref, ce qu'on voit, c'est que ce qui s'assène ou se proclame, tout ce qui s'assène ou se proclame, c'est directement utilisé comme des éléments de critique. C'est facile à asséner, c'est plus difficile c'est difficile à démontrer, mais c'est peut-être aussi très difficile à répliquer et de se dire, mais oui, mais on me demande de prouver que c'est pas fiable. Bon, c'est difficile à faire, mais j'ai pas besoin de le faire. Voilà, en gros, ce qu'il y a comme idée derrière. Donc, notre objectif, ça va être de finalement essayer de comprendre ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas. Mais avant ça, regardons qui porte ces critiques. Et on s'aperçoit que ça a un peu changé. Microsoft les a très longtemps portés, hein, dans les années 2000. On avait Steve Ballmer qui qualifiait Linux de cancer. Bon, maintenant, personne ne s'aviserait de traiter Linux de cancer, dès lors même qu'il est la souche d'Android, dès lors même qu'il est utilisé dans l'extrême majorité des serveurs d'Internet, dès lors qu'il commence à être concurrentiel sur de nombreux marchés. Plus personne ne le ferait. Puis après, il y a eu des entreprises comme Oracle qui, effectivement, ont récupéré l'écosystème Java de Sun Microsystems, qui ont récupéré énormément d'entreprises, qui ont eu une boulimie d'entreprises, sur lesquelles il y avait énormément de produits open source qui étaient concurrentiels. Le meilleur moyen de contrer un petit peu l'open source, c'est soit d'arriver à le récupérer, c'est ce qui s'est passé avec un petit peu MySQL, c'est ce qui s'est passé sur pas mal de choses, soit de le considérer comme un risque, et de dire, attention, on ne l'utilisait pas. Ce que Oracle a très bien compris, par contre, c'est que ce code était de très bonne qualité, qu'il fallait mieux le récupérer, et faire du business par-dessus. Mais en décriant l'open source,
Peut-être qu'ils ont considéré qu'il n'était pas obligatoire de respecter les règles de ce logiciel. Bon, finalement, ces entreprises comprennent très vite que ces règles sont des vraies règles, que la gouvernance autour de l'open source, elle est réelle, que les licences sont concrètes, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis, de façon plus spécifique, hein, les lobbies du logiciel propriétaire, on va avoir BSA, financé par Microsoft, SAP, Apple, et effectivement, on voit qu'il y a des groupes qui se construisent, des groupes d'influence et de lobbying qui se construisent pour fabriquer de l'argumentaire. C'est quand même fou de se dire, ils ont compris la valeur de ce logiciel, mais ils ont compris aussi le profit et le bénéfice qu'on peut faire, et que pour faire ce profit et ce bénéfice, le modèle open source dans sa globalité ne leur convient pas. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas compris la qualité qu'il y a derrière le code open source. Et puis, je vous l'ai dit, il y a l'IA qui arrive dans l'équation. Et il y a certains éditeurs d'IA, OpenAI, voilà, c'est vraiment presque une déception. Y a-t-il encore de l'open dans OpenAI? Google DeepMind, alors, mais Google met quand même des choses en open source. On va voir, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette recherche d'un équilibre, de savoir, il faut que je le décris, mais il ne faut pas que je le détruise, parce que sinon, si je le détruis, je ne peux plus en bénéficier. Et donc là, il y a cet équilibre qui n'est pas toujours très clair. Par exemple, OpenAI n'a pas compris cet équilibre. Donc les points clés, hein, les critiques les plus virulentes, elles viennent quasi systématiquement d'acteurs dont le modèle économique repose sur la fermeture du code et le contrôle des données, modulo le fait qu'elles consomment de l'open source. C'est-à-dire qu'effectivement, le but, c'est ces entreprises cherchent le curseur, cherchent jusqu'où on peut aller pour maximiser le profit, tout en continuant à sauver la poule aux œufs d'or. Et la poule aux œufs d'or, c'est l'open source. On va forcément parler de ce qu'on appelle la stratégie FUD. Donc FUD, ça vient de Fear, Uncertainty, Doubt, donc en français, peur, incertitude, doute. C'est un mécanisme qui vient pas de l'informatique, hein. C'est pas un fantasme, c'est c'est une stratégie documentée, et dans l'informatique, on a des exemples très clairs. Tout à l'heure, je parlais de Microsoft. Si vous voulez, vous pourrez vous renseigner, hein, sur ce qu'on a appelé les Halloween Documents en 1998, hein. C'était des mémos internes de Microsoft qu'on fuitait, qui détaillaient explicitement une stratégie pour discréditer Linux et l'open source par le doute et la peur. Alors on va être très clair, hein, Microsoft n'en est plus là maintenant. Microsoft, on l'a vu en rachetant GitHub, en faisant un certain nombre de moves très précis autour de l'open source, démontre qu'ils ont bien compris que cette stratégie très agressive que pouvait être l'usage du FUD à l'époque était pas forcément la bonne, et qu'il y a certains écosystèmes qu'ils ont essayé de détruire, et quand ils ont vu que c'était impossible de le détruire, et en plus que c'était peut-être pas pertinent, ils se sont dit on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour le discréditer. Donc Linux est une menace crédible, le FUD est notre meilleure arme à court terme. Ça vient du mémo, c'est-à-dire l'utilisation même du terme, c'est de se dire tiens, il faut qu'on utilise des stratégies qu'on utilise en politique pour discréditer le logiciel. Donc, je vous ai déjà parlé, hein, d'Eric Raymond, qui est un des initiateurs de l'Open Source Initiative, hein, qui est l'un des deux fondateurs, et ces documents, il les certifie, hein. C'est un document interne de Microsoft qui avait été certifié, authentifié par Eric Raymond. Donc, j'insiste, cette stratégie, elle n'a pas disparu. C'est qu'elle change de forme et de vocabulaire. Peut-être que c'est plus aussi fort que ce qu'on a pu lire dans les Halloween Documents, mais disons que la mécanique, elle reste présente. Donc, je vous le disais, le FUD, c'est pas né de la tech, hein, c'est un mécanisme universel du pouvoir qu'on retrouve essentiellement d'ailleurs en politique, et dans la prochaine vidéo, on va essayer de rentrer beaucoup plus, hein, dans ce qu'est le FUD. Mais donc le FUD, c'est une arme qui est plus ancienne que Microsoft, y compris dans l'utilisation envers l'open source, mais disons que, voilà, elle est omniprésente dans la vie politique, médiatique, économique, et surtout économique. Elle est partout où il y a un acteur qui cherche à dominer et à garder sa situation de domination, sa position, et le même schéma va se reproduire. Donc qu'est-ce qu'on voit autour du FUD? Le but, c'est de fabriquer de la peur. Une fois que cette peur, elle est connue, elle est présente, elle va forcément semer le doute sur les alternatives.
Donc se dire, ah mais non, mais ouais, il y a un vrai problème, et ce vrai problème, on n'a pas de preuves, mais il y a un vrai problème. Et le but du jeu, c'est ça, la technique qu'on va mettre en œuvre quand on parle de FUD, c'est bien celle-ci. Et une fois que le doute est présent, le but c'est de se dire, ah bah s'il y a un doute, on ne bougeons plus. Et donc l'objectif c'est de se dire, il y a un statu quo, hein, économique, stratégique, politique, mais c'est le seul choix raisonnable. Donc ça, c'est vraiment la technique qui est la plus commune pour implanter une peur, voilà, utiliser cette peur pour limiter, contrôler l'utilisation d'alternatives et rester sur un statu quo. Donc j'en reste ici pour cette première vidéo, et dans la prochaine vidéo, c'est là où peut-être justement je vais être un petit peu plus militant que d'habitude, on va parler du FUD de façon complètement générale et pas uniquement dans l'open source. Au revoir!